cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire. C'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoche et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, merci. D'abord, merci d'être aussi nombreux en ce lundi de la Pentecôte. On s'est dit, allez, est-ce qu'on ose une conférence le lundi de la Pentecôte ? Puis on s'est dit, après tout, pour nous, c'est un jour comme les autres. Et donc, pourquoi pas ? Et puis, j'espère que vous allez bien. Nous, en Alsace, il fait très froid. Le printemps a vraiment du mal de venir. En tout cas, vraiment merci, un grand merci d'être là présent. J'espère que cette conférence satisfera vos attentes. Juste un petit mot pour ceux qui viennent pour la première fois. Alors, on ne lance pas un débat, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Si ça vous convient, vous allez tirer bénéfice de ce qui vous est donné. Si ça ne vous convient pas, vous laissez de côté. Je pense que chacun doit pouvoir puiser dans ce qui vous est donné. Et donc, donc ce soir, je crois que c'est sur comment faire face aux situations difficiles. Alors, on va développer. D'abord, je vous présente Nathalie, qui m'assiste tout au long de cette conférence. D'ailleurs, elle est présente à toutes les conférences. Elle intervient parce que moi, pendant que je donne la conférence, je ne peux pas voir le chat. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me lise des questions. Alors, de temps en temps, il y a des personnes qui nous disent « Mais pourquoi Nathalie, elle n'intervient pas ?» D'abord, très simplement, c'est que ça s'appelle les conférences de Bruno. Donc, c'est Bruno qui intervient. Et puis, comme je me plais à le répéter, Nathalie, quand c'est elle qui intervient, qui fait ses propres interventions, moi j'interviens pas et je l'assiste le cas échéant. Et donc on a ce rapport, ce respect entre nous. Et donc je vais peut-être aussi la laisser se présenter elle-même, comme ça vous entendrez sa charmante voix. Oui, bonjour, donc je me présente, je suis Nathalie, je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation avec Loïc et Jean-Baptiste. Loïc qui s'occupe notamment de la technique, qui vous répond sur vos soucis techniques. Jean-Baptiste aussi, je lui fais un coucou car il doit être derrière la caméra.
J'assiste effectivement Bruno sur la conférence, mais j'aide Ressources Actualisation à organiser les stages de méditation et je suis aussi fondatrice du site Brin d'herbe, la force de la douceur. Et c'est une extrême joie pour moi d'être là avec Bruno. Même si je ne dis rien, c'est un vrai plaisir de vous accompagner tous sur tout ce que Bruno peut vous délivrer comme message. Et c'est toujours très très enrichissant. Et en plus de ça, à la fin de la séance, à la fin de la conférence, Bruno vous réserve une petite surprise. Voilà, vous aurez un petit cadeau. Alors, pour information, sachez aussi que Ressources Actualisation, c'est une société qui a été créée en 2007, mais l'activité, elle, existe depuis 1987. Donc Ressources Actualisation, c'est d'abord une démarche, c'est une méthode, ce sont des stages, ce sont des cours. Par ailleurs, je suis fondateur aussi de l'association humanitaire Planète Altruiste, dont fait partie Nathalie, Loïc et Jean-Baptiste aussi. Et sachez que toutes les prestations qui sont données dans Ressources Actualisation servent à soutenir l'activité de Planète Altruiste. Donc voilà, maintenant pour cette petite introduction, vous savez tout et on va pouvoir développer le sujet qui nous intéresse. Comment faire face aux situations difficiles et en tirer bénéfice? Il y a d'abord plusieurs choses qu'il faut considérer. Dans une situation difficile, vous avez l'avant, vous avez le pendant et vous avez l'après. Effectivement, avant de vivre une situation difficile, on se trouve dans une certaine disposition d'esprit. Je crois que beaucoup d'entre nous, je dirais pour ne pas dire la grande majorité, et c'est particulièrement vrai pour les Occidentaux, on a tendance à fuir ou éviter ce que nous redoutons, plutôt que de l'affronter, parce qu'on pense et on vit avec l'idée qu'on va pouvoir ainsi l'éviter en le mettant de côté, en n'y pensant pas, et que de cette façon. Sauf que pour ceux qui ont déjà une certaine expérience de vie, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, on ne peut pas éviter les situations difficiles parce que tour à tour, on vivra tous ou un deuil, ou un échec, voire même plusieurs, ou une rupture, une séparation, la maladie aussi, c'est ce que nous redoutons le plus souvent, peut-être aussi, on peut craindre aussi pour nos enfants, on peut craindre de perdre son emploi. Il y a toutes sortes de situations auxquelles nous sommes tous, que nous voulions ou non, potentiellement confrontés, ou nous pouvons être à un moment ou à un autre confrontés. Alors on peut toujours se dire, et c'est souvent ce que les gens disent quand il leur est arrivé quelque chose de difficile ou de douloureux, se disent avant je me disais que ça n'arrivait qu'aux autres, que ça ne pouvait pas m'arriver, que ça ne m'arriverait jamais. Des amis qui ont malheureusement développé un cancer et qui pensaient que ça ne leur arriverait jamais, pourtant ils faisaient très attention à leur manière de manger, leur équilibre et tout ça a fait que ça a fini par leur arriver. Par contre, j'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est Aldous Huxley qui disait « L'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » Donc de savoir quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir retirer, et ça on va en parler dans la deuxième partie. La première partie est très importante, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que comme nous vivons la plupart du temps en faisant comme si ça allait jamais nous arriver, et un truc qui paraît tout de même extraordinaire, c'est qu'on vit comme si on n'allait jamais mourir, comme si ça allait jamais nous arriver. Et puis comme vous le savez, pour la plupart, j'ai passé beaucoup de temps avec des sages de diverses traditions, et notamment les bouddhistes. J'ai fréquenté un grand sage du nom de Shinmen Rinpoche pendant près de 15 ans, et j'ai appris avec eux justement ils ont toute une démarche qui consiste à se préparer justement. Ils disent en fait on a deux grandes certitudes. La première, c'est qu'on sait qu'on va mourir, ça va nous arriver, c'est une certitude. Et puis la deuxième, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Et au début, tout occidental que j'étais, c'est quelque chose dont je n'avais pas envie de parler, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais plutôt très peur de la mort. Et en fait, en étant avec eux, et puis comme ils en parlaient souvent, d'ailleurs je me souviens un sage que je fréquentais qui commençait toujours ses enseignements en disant « Nous sommes tous en train de mourir ». Pour nous, on n'est pas très à l'aise avec ce genre de sujet. Et
Et en fait, on découvre finalement, tant qu'on est pris par cette peur de mourir. Alors il y a des gens aussi qui disent, moi j'ai pas peur de mourir, mais il y a une espèce de, ça masque souvent une espèce de déni, parce que comme me disait Shinzen Rinpoche, c'est pas si facile que ça de mourir. Et ça demande une honnêteté totale, parce que c'est rattaché à notre instinct de survie, donc c'est normal d'avoir peur de mourir. La question c'est d'arriver justement, comment faire pour aller au-delà. Et pourquoi? Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça, alors qu'on parle des situations difficiles, mais vous allez comprendre pourquoi. On entend souvent des personnes dire, d'ailleurs Shinzen Rinpoche le disait lui-même aussi, quand on a peur de mourir, on a peur de vivre aussi. Et on ne peut pas vivre pleinement sa vie parce que finalement tout nous rappelle un peu la mort. C'était un sage indien qui disait « Toutes nos peurs ne sont finalement qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort. » Et c'est ce qui nous paralyse, c'est ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Et c'était Gandhi qui disait vivez votre vie comme si c'était le dernier jour et travaillez comme si vous aviez l'éternité. J'adore cette phrase parce que je trouve qu'elle est riche de sens. Et puis une autre, puisque je suis dans les petites phrases que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagné toute ma vie et qui va répondre à cette première partie, c'était Benjamin Franklin qui disait toujours « Je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je ne suis jamais déçu ». Alors ça peut paraître pessimiste, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Je vais faire un parallèle parce que j'ai longtemps été consultant dans le cadre de la gestion du stress. J'ai travaillé pour de très nombreuses entreprises, j'ai travaillé pour les hôpitaux universitaires, j'ai travaillé pour la police, j'ai travaillé aussi pour France 3 aussi. Et il y a une chose qu'on constate, la meilleure façon de gérer un stress, c'est de l'anticiper. Autrement dit, de se préparer. Et quand je faisais, par exemple, des préparations aux examens, j'ai travaillé aussi dans les écoles, j'ai fait des préparations aux examens, et au lieu de, parce que vous entendez, on dit aux gens, visualisez ce que vous voulez, etc., c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est très très insuffisant, et ça risque de, comment dire, d'être une façon de masquer, en fait, ce que nous redoutons. Et au contraire, moi, je demandais à ces élèves, quand ils venaient me voir, on faisait des préparations, je leur proposais aussi des pratiques, et je vais vous en parler après, je leur disais toujours, plutôt que d'éviter justement ce que vous redoutez, vous allez au contraire y penser. Et je leur ai demandé, là, tranquillement, vous êtes au calme, vous n'êtes pas encore à l'examen, je vais vous demander d'écrire ce que vous redoutez le plus à l'idée de passer cet examen. Qu'est-ce qui serait le pire qui pourrait arriver au moment où vous allez passer votre examen? Alors il y avait toutes sortes de réponses, et il y en a une notamment, je me souviens, une personne qui avait écrit « Moi ce que je redoute le plus, c'est de tomber sur une question que j'ai pas la réponse, parce que j'ai peur, ça va me paralyser complètement, et je ne saurais plus quoi faire. » Alors je lui dis « Maintenant que tu es au calme, maintenant que tu es tranquille, tu n'es pas encore dans situation, quelle réponse tu pourrais donner si ça arrivait justement? » Alors au début, il aimait pas parce qu'il disait « Oui, mais justement, j'ai pas envie que ça arrive. » Je lui dis « On se détend. » Je lui dis « Mais au contraire, il vaut mieux que tu te prépares. » Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui dis « Tu vas te préparer parce que si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? » Il dit « Je perds mes moyens, je ne saurais plus quoi faire, etc. » Justement, donc pour éviter que tu perdes tes moyens, tu peux maintenant que tu es tranquille, tu n'es pas à l'examen, tu peux tranquillement penser à ce que tu pourrais faire justement si ça arrivait. Et donc je l'ai invité à se questionner et à chercher réponse parce que, on le sait, les émotions, quand elles submergent notre esprit, elles paralysent notre intellect. Et on n'arrive plus à penser correctement. Donc, je lui ai demandé de faire ça, et puis, au bout d'un certain temps, il est arrivé à la réflexion, en fait, finalement, en prenant du recul, parce que je l'avais invité à faire un petit exercice de méditation, de détente, et puis ça lui est venu à l'esprit, je dis, en fait, je peux mettre de côté la question et répondre aux autres, auxquels j'aurais peut-être la réponse. Je lui dis, voilà. Alors après, bon, il y a les anxieux qui, eux, voient plein de problèmes partout, des choses qui, probablement, n'arriveront jamais. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on appelle, c'est l'anxieux qui est sans arrêt en train d'anticiper, mais il n'anticipe pas de la bonne façon, parce que, en fait, il passe son temps à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre s'inquiéter de ce qui va arriver
et d'épuiser toute son énergie dans cette inquiétude et de se préparer à ce qui pourrait se produire. Et voilà, là je parle de mon expérience personnelle, puisque comme je suis amené à parler en public, avant moi j'étais incapable de parler devant plus de 2 personnes, et ce qui me terrifiait le plus, c'était de tomber sur... vous savez, vous avez toujours dans le public la personne qui vient vous poser vraiment la question chiante, qui va vraiment foutre le bordel, et puis qu'à ce moment-là, vous allez vous sentir mal à l'aise, et vous aurez l'impression que vous le transmettez à toutes les personnes qui sont là présentes, à vos auditeurs, et bien j'ai fait exactement la même chose. J'ai anticipé, je me suis dit, allez, imagine justement que cette personne, tu l'as dans l'auditoire, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là où c'est extraordinaire, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez des pratiques, des exercices qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent vous aider justement à apprendre, à acquérir un certain détachement et à vous préparer psychologiquement à la situation. Il y a l'autre aspect qui est très important, c'est que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. Et on va voir à quel point il y a une correspondance entre nos représentations mentales, c'est-à-dire la perception, la vision que nous avons du monde, des autres, de nous-mêmes, de toutes sortes de situations, et ce qui va arriver à l'extérieur. Et on va voir que dans une situation, et là ça va rejoindre la deuxième partie, à quel point justement il y a la situation elle-même qui se produit, et tout ce que ça va réveiller. Mais ça je vais y revenir après, parce que c'est justement la deuxième partie. On va rester déjà sur cette première partie qui est très importante, parce qu'en fait, au fond de vous, vous savez déjà, parce que vous passez votre temps à essayer de l'éviter, justement, à le refouler, à le combattre. Et il y a plein de façons, en fait, de le combattre. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas forcément en tension tout le temps, mais par exemple, justement, vous allez faire beaucoup d'activités, beaucoup de sport. Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui faisait plein d'activités, qui faisait du qigong, qui faisait de la poterie, mais qui était très fatiguée parce qu'elle faisait tellement de choses. Mais je lui dis, pourquoi tu fais tout ça? Je me suis dit, pour mon bien-être. Mais je lui dis, mais bon, enfin, quand je vois comment tu es, maintenant, tu es toujours fatigué, toujours épuisé. Faut peut-être que tu en fasses un petit peu moins. Mais finalement, il s'avérait que c'était quelqu'un de très angoissé et qui avait peur un peu de tout. Et on va voir que finalement, le mode de vie qu'on choisit, que ce soit l'excès de sport, que ce soit l'excès de nourriture, que ce soit l'excès d'activité, de travail, etc., tout ça est destiné finalement à cacher nos peurs, à cacher notre anxiété, à cacher nos angoisses. Et on se donne un peu bonne conscience en courant dans tous les sens. Et ça me rappelle d'ailleurs c'est un sage que j'avais rencontré. Il avait demandé à son propre maître, parce qu'il officiait en Occident, puis il était allé voir son propre maître, et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu penses des Occidentaux ?» Et puis il dit ils perdent leur temps. Il dit « Comment ça, ils perdent leur temps ? Ils sont très affairés, ils courent dans tous les sens, ils ont toujours plein de choses à faire. » Il dit « Mais oui, mais justement, mais ils n'ont pas le temps pour l'essentiel, c'est-à-dire créer leur bonheur, ce à quoi ils aspirent finalement, à travers tout ce qu'ils font. » Et on voit effectivement qu'à un moment, notre vie est un petit peu absurde, perd un peu son sens, parce qu'on voit qu'on court tout le temps, mais on va voir à quel point justement on court parce que on est gouverné par nos peurs, on est gouverné par nos angoisses, on est gouverné par toutes sortes de choses. On essaye de les fuir en fait. Et on essaie de les fuir. Et donc on va voir qu'au contraire, ce que nous redoutons finalement, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur, parce que, comme on dit, vous savez, il y a cet adage qui dit on attire sur soi ce que l'on redoute. Et on voit par exemple la personne qui peut-être qui est possessive, par exemple, qui a tellement peur que la personne s'échappe, sa peur va la conduire à avoir des comportements inappropriés, par exemple à étouffer son conjoint ou sa conjointe, à être trop emprisonnante, trop contrôlante. Et qu'est-ce qui va se passer ? La personne, au bout d'un moment, elle va étouffer et elle va partir, ou alors c'est une relation qui va entrer dans le conflit. Enfin bref, ça va créer. Et finalement, on va voir qu'à la base, le problème, c'est pas la rupture, c'est que inconsciemment la personne l'aura provoqué. Alors, je fais un petit peu de psychologie de comptoir voulu, mais c'est pour que vous compreniez le sens. Et vous pouvez essayer de regarder un petit peu tout ce que vous vivez, et vous allez voir que finalement, on peut justement parfaitement anticiper les situations qu'on redoute en acceptant de regarder en soi, en acceptant de faire face, et c'est ça tout le sens d'apprendre à se connaître, à se découvrir, c'est-à-dire ôter la couverture, dévoiler, en 2 mots, découvrir. Je fais juste une petite parenthèse.
Ne posez pas tout de suite de questions, je répondrai aux questions, parce que là, si vous noyez le chat, on ne verra pas vos questions. Donc je répondrai aux questions après la conférence. Alors maintenant, on arrive justement à cette deuxième aspect des situations difficiles. Ah bien, il vous arrive une tuile. Vous ne l'avez pas vu venir, parce que justement, vous n'aviez pas envie de savoir. Et comme la plupart d'entre nous, et c'est vrai, et c'est normal, parce que en plus, si on passait son temps à s'inquiéter de tout, on n'arriverait plus à vivre, c'est pas possible. Donc, mais ce qui est bien, comme disait c'est un acteur qui disait que, c'est Jim Carrey qui disait, en fait, il y a quelque chose de positif dans tout ce qui nous arrive de négatif, c'est que ça nous aide à éclairer ce que l'on ne veut plus. Et à clarifier aussi ce qu'on veut. Parce que savoir ce qu'on veut plus, c'est une chose, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais ça, c'est un autre aspect. Mais là, maintenant, vous êtes au cœur de la tourmente, votre copain vous a quitté, votre femme est partie, elle a vidé les placards, vous êtes congédié, vous venez de perdre votre travail, vous venez de subir un échec, un revers de médaille, il vous arrive des choses terribles. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors je reviens volontairement en arrière, et vous voyez, c'est Howard Cutler qui disait « Ça ne nous viendrait pas à l'idée de planter un arbre en pleine tempête ». Et c'est là où vous voyez le fait de se préparer justement aux situations difficiles, c'est quelque chose de très important, et de ne pas se voiler la face, de ne pas faire comme si ça nous arriverait jamais. Et l'autre avantage, pour revenir à ça, c'est que en apprenant à accepter ce qui potentiellement peut nous arriver. Je ne parle pas de s'inquiéter, attention, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des gens qui vont confondre s'inquiéter et se préparer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Eh bien, au contraire, en éclairant ces doutes, ces peurs, ces craintes, ça va vous amener justement à changer votre position par rapport à ces situations potentielles. Par exemple, la crainte de la maladie. Au lieu de craindre la maladie, ça va vous rendre plus constructif en lui disant je vais peut-être justement créer les conditions d'une bonne santé, faire de l'exercice, manger sainement, équilibrer, prendre du temps pour me reposer, etc. Parce que justement, ce qui est paradoxal, c'est que quand on redoute, je prends l'exemple de la maladie, quand on redoute la maladie, on a tellement peur de la maladie, on aura tendance à faire n'importe quoi. Justement, à ne pas avoir une vie saine, à courir dans tous les sens, etc., nous agiter, finalement, tout ce qui va à l'opposé, justement, d'une bonne santé. Parce que, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Donc, revenons maintenant, on est au cœur de la tourmente. Il y a deux choses. Soit vous bénéficiez d'un entraînement de l'esprit, j'entends par là la méditation, la pratique de certaines techniques qui peuvent vous aider, qui ont déjà préparé le terrain. Eh bien, si vous faites partie de ces personnes, même si vous êtes traversé par la difficulté, vous avez l'impression de vivre un véritable tsunami, votre entraînement a fait que il y a une part de vous qui sait que c'est un moment pénible, difficile à vivre, mais que vous saurez le traverser, vous saurez vous remettre. Malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent jamais à se remettre de certaines situations. Et je pense notamment dans le cas de certains deuils, il y a des personnes qui, 10 ans, 20 ans après, sont encore pris par justement cette douleur, n'ont pas réussi à faire le deuil, parce qu'il y a un très fort attachement, toutes sortes de choses. Et c'est là où on va voir justement que certaines pratiques peuvent nous être utiles. Mais en attendant, quand on est au cœur de la tourmente et qu'on ne bénéficie pas de ce genre d'entraînement, eh bien là il est bon de se faire accompagner, de se faire aider, de voir des amis bienveillants, d'essayer peut-être même, justement, ça peut être momentanément quand c'est trop fort, trop envahissant, c'est de savoir se couper, de mettre de côté, parce que des fois, essayer de comprendre, d'analyser la situation n'est pas approprié. Il faut surtout ne pas se perdre dans ses émotions, ne pas se laisser emporté par ses émotions. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on passe vraiment un sale quart d'heure. Là-dessus, je ne peux pas trop m'étendre, parce que c'est du cas par cas. C'est pratiquement d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de conseils à donner, parce que chaque personne est différente, chaque personne va le vivre différemment, chaque personne va faire l'expérience différemment. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est notre ennemi dans ce genre de situation, ce sont nos émotions. Mais par contre,
c'est inapproprié d'essayer de les combattre. Parce que, comme je dis souvent, il y a une différence entre ressentir et éprouver une émotion et se laisser emporter dans l'émotion. C'est-à-dire faire en sorte de... Parce qu'il y a des personnes qui, après, vont... Par exemple, vous avez de la colère ou vous avez de la haine. euh, c'est tout à fait compréhensible de ressentir ce genre d'émotion. Mais par contre, vous pouvez tenter justement de la nourrir, de vous trouver des raisons d'alimenter cette colère et cette haine, et vous n'allez rien faire d'autre que l'augmenter, la faire augmenter en puissance. Et finalement, ça va se retourner contre vous. C'est ce qui faisait dire un jour, un journaliste demandait au Dalai Lama comment se faisait-il qu'il n'éprouvait pas de haine à l'égard des Chinois. Il disait, mais si j'éprouve de la haine, si je nourris ma haine, c'est moi qui vais en être affecté, pas eux. Donc je n'ai aucune raison justement de me faire du mal à moi-même. Et comme je dis souvent, ce n'est pas ce qui vous est arrivé qui crée la souffrance, mais plutôt tout ce que cela réveille en vous. Maintenant, il y a l'après. Il y a l'après. L'après, c'est ce qui reste quand les choses commencent à s'apaiser. Et la question est de savoir, est-ce que vous allez rester sur un sentiment négatif qui vous fera dire plus jamais ça, je veux plus. Alors déjà, c'est légitime, évidemment, plus jamais ça, mais la question c'est de savoir, je vais prendre un classique, c'est la personne qui vient de vivre une séparation et qui se dit bah, dorénavant, on m'y prendra plus, je ne m'attache plus à personne. Sauf que, ben voilà, elle va être seule, elle va s'isoler parce qu'on a tous besoin les uns des autres et la relation est un enrichissement permanent, à condition évidemment d'y mettre ce qu'il faut pour que ça arrive, et d'être dans cette négativité. Et on voit souvent quand des gens ont vécu des situations difficiles, dont ils peuvent se sentir manipulés, ils peuvent se sentir éconduits, ils peuvent se sentir trahis, et puis et le problème c'est qu'ils restent sur ce sentiment négatif et n'arrivent plus à s'en détacher. Et le problème c'est que leur vie va continuer à se construire autour de ce sentiment négatif. Ils vont se méfier un peu plus des autres, ils peuvent même voir devenir agressifs, et le problème, tout ça, ça ne va pas créer de bonheur. Ça ne participera pas, absolument pas à leur bonheur. Ou alors, effectivement, ils vont savoir tirer bénéfice de cette situation en prenant du recul, en essayant de regarder avec détachement cette situation qui leur est arrivée. Et ils vont tout à fait appliquer ce que disait Aldous Huxley, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Mais la question c'est comment faire pour avoir de la hauteur aussi. Comment faire pour avoir de la hauteur avant, pendant c'est un petit peu plus difficile sauf si vous êtes entraîné, et après c'est tout à fait possible. Et on voit beaucoup de gens justement, c'est souvent après un échec, un deuil, une séparation, une situation difficile, qu'elles commencent à se mettre en route parce que dans la vie, comme disait Shimon Rinpoche, il y a deux grandes motivations. La première, c'est la souffrance. C'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. C'est que ce qu'on a vécu est tellement pénible que, évidemment, on n'a plus envie d'y retourner, on n'a plus envie de vivre ça, et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour me libérer de cette souffrance. Comment est-ce que je peux ne plus la subir. Parce qu'il y a des situations, je vais prendre l'exemple d'une relation. On a vécu une séparation, c'est douloureux. Et puis il y a des personnes qui vont tout de suite se remettre dans une relation parce que la douleur est tellement insupportable pour eux qu'ils ne voient que comme solution que de se remettre avec quelqu'un. Sauf que leur peur d'être abandonné ou leur peur de souffrir à l'idée d'une séparation, elle est toujours là. Ça nous suit comme une ombre et elle n'a fait que, en fait, la relation lui sert ce qu'on appelle les relations pansements et qui vont faire qu'elle va se sentir mieux pendant un certain temps, mais ce qu'elle porte en elle est toujours présent. Elle n'aura pas tiré bénéfice, elle n'aura pas tiré leçon de son expérience, et comme on dit souvent, on reprend son histoire là où on l'a laissée. Alors que si au contraire, justement, elle vit un moment douloureux, elle va au bout de sa souffrance, elle va justement prendre conscience de ce qui lui est arrivé, elle va tirer parti de ce qui lui arrive, elle va même peut-être prendre un peu de temps pour rester seule, pour se reconstruire et faire l'analyse de ce qui lui est arrivé, de faire la part des choses, pour pouvoir reconstruire sur d'autres bases, sur des bases un peu plus solides, qu'elle va
regarder ce qui s'est passé dans sa relation, comment est-ce qu'elle est arrivée à cette situation. Et on peut l'appliquer à toutes les situations. Donc cet après est très important parce que cette situation douloureuse qu'on a vécue nous donne matière à un changement profond. Et on voit parfois des personnes qui ont vécu un cancer aussi, qui après la maladie, ça a été un changement radical dans leur vie. Elles ont justement tiré parti de ce qui leur est arrivé. Elles ont complètement changé, aussi bien d'hygiène de vie, de façon de vivre, de réduire, et puis de mettre aussi un peu plus de douceur dans leur vie, d'être un peu plus respectueux à l'égard d'eux-mêmes, d'avoir même un peu plus d'amour à l'égard d'eux-mêmes. Et donc leur vie commence à changer parce que je me souviens d'une personne qui était venue dans un de mes stages qui m'avait raconté justement le cancer qu'elle avait vécu. Et elle me disait, mais j'étais une hyperactive, je courais dans tous les sens, j'arrêtais pas, j'avais pas de temps pour moi, j'avais même pas de temps pour m'occuper de mes gosses, je les ai à peine vus, et on faisait que ça, mon mari et moi, et puis elle a été terrassée par un cancer. Alors heureusement elle a guéri, mais ça a été vraiment une très grande prise de conscience pour elle, parce qu'elle se rendait compte qu'elle vivait quelque chose de finalement de pas très heureux, parce qu'elle passait son temps à courir, et elle n'avait jamais de temps. Et c'est exactement ce que disait ce grand sage, en parlant de nous, les Occidentaux, ils n'ont pas le temps pour construire leur bonheur. Parce que finalement, encore une fois, à travers tout ce qu'on fait, c'est bien le bonheur que nous cherchons finalement si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Donc il y a cet après. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avoir cette hauteur de vue qui peut nous être particulièrement salutaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre autrement les événements ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... c'était Dalai Lama qui disait « Il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. » Mais comment arriver justement à lire correctement cette carte du ciel, c'est-à-dire à lire correctement nos expériences, notre vécu, nos histoires, et comment en tirer bénéfice. Donc comme je viens de le dire, la souffrance c'est comme un aiguillon. Et c'est bien cette souffrance qui... Le problème c'est que en Occident, comme on essaie de l'éviter au maximum, et vous voyez, on prend même parfois des médicaments très forts pour ne pas écouter les symptômes, parce que j'avais donné une conférence sur la santé où j'expliquais que la maladie, c'est une information. Mais nous, on combat la maladie, alors qu'elle nous donne une information, justement, qui peut nous amener, justement, à changer. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Vous avez, par exemple, la médecine chinoise ne considère pas de maladie. Elle considère des déséquilibres énergétiques. Et donc elle va rechercher à recréer l'équilibre, c'est-à-dire à recréer les conditions de la santé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous, on commet justement, par exemple, vous avez un mal de tête, vous commencez à avoir une grippe, au lieu de justement de respecter ça et de vous dire j'ai peut-être simplement besoin de me poser, de me reposer, vous allez prendre un médicament très fort qui va effacer tout ça, mais vous êtes dans la situation un peu comme quelqu'un qui, je sais pas, il y a un témoin qui clignote dans la voiture et qui vous fait dire que vous manquez d'huile, et vous retirez le témoin lumineux. Et c'est ce que vous faites quand vous gommez les symptômes. Le problème, c'est que vous aggravez la situation parce que là, vous n'avez plus de repères. Et à un moment, la situation peut s'aggraver parce que le corps va frapper un petit peu plus fort. C'est pas le corps qui frappe plus fort, c'est que comme vous êtes toujours sous pression, à un moment, ça va plus et votre corps commence à manifester des désordres. Ça, c'est une petite parenthèse sur la santé. Donc ça peut nous amener à une remise en question profonde. Et la question, c'est comment justement tirer bénéfice. Et c'est là où on va voir la pratique. Et quand je parle de pratique, je parle de la pratique, entre autres, de la méditation dans son acception la plus large. Là, Loïc va vous donner un lien vers une vidéo que j'ai réalisée, ça s'appelle les 3 ingrédients principaux de la méditation, parce que je constate qu'en Occident, il y a beaucoup de confusion sur la méditation. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui amènent chacun un petit peu leur façon de voir, leur présentation, etc. Alors vous allez me dire, je suis peut-être un auteur supplémentaire, non ? C'est juste que, comme j'ai passé beaucoup de temps avec de nombreux sages, moi j'ai pas fait de formation autre que celle que j'ai pu faire avec elle et celle que j'ai passée avec Gérard Durus. Et j'ai compris un point essentiel dans la méditation, et d'ailleurs Mathieu Ricard en parle aussi à ce sujet. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas... parce que souvent les gens, vous entendez parler de méditation pleine conscience, et on a l'impression que c'est ça la méditation. Non, ça c'est une partie de la méditation. C'est un aspect de la méditation, c'est pas le seul aspect. Parce que dans la méditation, vous avez les antidotes, vous avez la méditation sur la nature des phénomènes, sur la nature de l'esprit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont des notions qui sont très importantes. La première chose qu'il faut comprendre, d'abord, c'est notre situation actuelle en tant qu'individu. C'est que notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier à nos pensées,
Et de fait, en fait, on les subit, on les voit même pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à Kimby. Votre vie, finalement, n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées, sauf que vous avez peu conscience de vos pensées. Et c'est ce qu'il faisait dire aussi à Jung. euh, Plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et c'est pour ça que, en fait, comme on est identifié à nos pensées, finalement, on subit complètement ces pensées. Donc il faut pouvoir prendre cette distance. Et c'est là où, justement, ce qu'on appelle la pleine conscience, mais qui en réalité, parce qu'on a créé toutes sortes de termes, de mots aujourd'hui, à la base, ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est tout simplement de l'attention. On développe cette faculté que nous possédons tous, qui est l'attention. Et cette attention va permettre justement à la conscience d'acquérir une certaine stabilité. Mais comment est-ce qu'on va faire? Au début, surtout pour les gens qui ne sont pas entraînés, parce que moi je constate beaucoup de gens qui pratiquent la méditation, s'assoient, et puis sont là dans une espèce d'attente, ou s'enferment dans une espèce de bulle comme ça, de bien-être. C'est ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. Vous avez l'impression que tout va bien, vous vous sentez en paix. Et d'ailleurs, on a une stagiaire qui est venue à un stage qui disait moi je pratique, je suis tranquille à la maison, sauf que dès qu'elle sort, les circonstances adverses continuent à la perturber et les chahuter dès qu'il y a trop de bruit. D'ailleurs elle le disait elle-même, ce qui me dérange c'est d'avoir du monde autour de moi, etc. Donc c'est curieux parce qu'elle était venue dans ce stage. Donc vous voyez, finalement ça vous libère pas. C'est juste que pendant un moment, et comme disait Dalai Lama, si vous voulez juste vous détendre, vous prenez un verre d'alcool, ça fera l'affaire. Bon, il taquinait. Mais c'est pour ça, sans doute, qu'on prend beaucoup de tranquillisants aujourd'hui, parce qu'on veut justement arriver à trouver cette tranquillité, mais sauf que c'est artificiel et que c'est pas sans conséquence. Donc là, c'est en entraînant son esprit, justement, et c'est ce qui va nous permettre, justement, de faire en sorte qu'on va produire beaucoup moins de pensées et d'avoir un peu plus de clarté d'esprit. Donc au début, on va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, on va utiliser les pensées elles-mêmes, d'ailleurs on verra, il y a une façon très habile de les utiliser, on va utiliser le souffle, on va apprendre à approfondir, il y a des pratiques, ça fait partie du premier cycle de formation, une technique d'expansion du champ de conscience qui est extraordinaire, parce que la conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace, et ça permet de prendre de la distance. C'est assez spectaculaire quand on fait ce genre d'exercice, en tout cas quand on le pratique correctement. Et là, il y a tout un entraînement de l'esprit qui dure pendant plusieurs semaines et qui va donner justement cette stabilité de la conscience qui va faire qu'on va apprendre de plus en plus à ne plus suivre ses pensées. On ne leur interdit pas de se produire, on ne les empêche pas, on ne les refoule pas. On apprend juste à les voir passer un peu comme des nuages qui passeraient dans le ciel et on ne s'y attache pas. Et là, l'entraînement, cet entraînement de l'attention va apporter cette stabilité. Et puis ensuite, il y a la pratique des antidotes qui est très importante, parce que si on se contente de la pleine conscience, ça ne suffit pas, parce qu'à un moment ou un autre, on va finir par être manipulé par nos pensées, un peu comme cette personne qui croit méditer parce qu'elle est tranquille chez elle, parce qu'elle ne fait plus rien, elle est juste là à regarder, se mettre dans un état un peu particulier. Mais c'est pas ça en fait la méditation. Et on va voir que on va être, et on le verra, on le constate dans notre vie, parce que les événements sont là pour nous rappeler que finalement nous ne sommes pas libres, que nous sommes très prisonniers de nos émotions, et on va voir que face à certaines circonstances, on va ou éprouver de la colère, ou de la jalousie, ou des peurs, ou de l'angoisse, et on va voir que finalement on n'est toujours pas en paix, et que c'est bien ces émotions qui nous trahissent. Et là, il y a des antidotes. Il y a des antidotes, et ça fait partie de la deuxième étape, le deuxième niveau des cours qui durent 12 semaines, où vous avez tout un entraînement qui va vous aider justement à avoir un rapport différent avec vos émotions, aussi acquérir une paix. Il y a un antidote dont, on va dire, les Tibétains n'ont pas besoin parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'antidote à la culpabilité dont on a besoin cruellement dans notre culture. Et là, il y a tout un exercice qui est consacré à ça, parce que c'est un véritable fléau qui empêche les gens d'être en paix. Et là, on voit, parce que la culpabilité, c'est un sentiment totalement inutile qui nous empêche justement de reconnaître nos erreurs, de tirer bénéfice des erreurs qu'on a pu commettre, de faire la part des choses, parce que justement on se juge en bien, en mal, et on éprouve de la honte, et on n'arrive jamais à trouver la paix. Donc là, on va voir justement que ça va être quelque chose de très aidant. Il y a
Alors, je vous le mets en vrac, mais vous pourrez aller sur le site pour découvrir ce niveau. Il y a des exercices pour renforcer la confiance en soi, pour renforcer la motivation aussi. Il y a des exercices, il y a un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui est aussi un très puissant antidote à la culpabilité, mais qui nous aide justement aussi à développer une vue un peu plus impartiale. Et puis, vous avez... ah oui, un exercice assez extraordinaire. Alors, vous avez d'abord les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, à ne pas confondre les deux, parce que beaucoup d'auteurs confondent la visualisation et l'imagerie mentale qui n'ont strictement rien à voir. Vous avez la pratique de la suggestion qui n'a rien à voir non plus avec la méthode Coué. On va voir que c'est un vrai dialogue intérieur qui peut stimuler des fonctions latentes en nous. Et puis on va voir aussi comment actualiser, comment libérer, on va dire, nos qualités humaines qui vont, elles, participer à notre bonheur. Et puis ensuite, troisième cycle, là on va beaucoup creuser la question justement sur la véritable nature de notre esprit. Qui sommes-nous véritablement? Et là, il y a tout un entraînement sur 12 semaines qui vont nous aider justement à y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Et puis aussi sur la nature des pensées. Parce que beaucoup de gens, justement, je reprends l'exemple de la pleine conscience, si vous n'avez que peu de conscience de la vraie nature de vos pensées, et en fait, elles vont continuer à vous manipuler. Donc voilà, je pense que je vous ai donné une vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire, de la démarche. Alors je vais vous en parler, d'ailleurs je vais même vous faire un petit cadeau, mais si vous êtes d'accord, à moins que vous soyez pressé, et à ce moment-là vous pouvez aller sur le site, mais vous allez par contre louper le petit cadeau que je vous propose d'avoir. Je vais répondre aux questions, donc je vous invite à poser vos questions. On va se donner un petit temps pour répondre aux questions. J'espère en tout cas que mon développement vous a apporté quelques éclaircissements. Alors pour l'instant, ah ça y est, les questions arrivent maintenant. Allons-y. Alors, des pensées qui passent, ok, mais comment faire quand les pensées vous amènent des questions auxquelles vous ne pensiez pas avant? Ben, ça fait partie justement de l'entraînement de l'esprit, parce que il faut d'abord savoir une chose, c'est que l'être humain, il est un petit peu double d'une certaine manière. Il y a ce qu'on appelle, d'ailleurs dans le bouddhisme, on parle de sem, ce qu'on appelle l'esprit ordinaire. C'est notre façon d'être ordinaire, habituelle. Et puis, il y a ce qu'ils appellent la nature de l'esprit, la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire ce que nous sommes par essence. Et au fond de nous, on a les réponses. On a les questions aussi, mais on a les réponses aussi. La question, c'est de savoir comment on accède à ce qu'on appelle cet esprit de sagesse, finalement. Et c'est là où la pratique va nous être extrêmement utile. Alors, je vais voir, il y avait des questions. Comment se détacher d'un vécu de trahison? C'est Radia qui pose la question. Alors, je vais être frustrant dans ma réponse, mais là, c'est vraiment la pratique. C'est... pour moi, ce qui est le plus important, il faut que vous compreniez ma position. Moi, ce qui est le plus important, et c'est très différent justement d'autres approches où on vous fait, d'ailleurs on emploie souvent le terme travailler sur soi. C'est une notion que je ne comprends pas, parce que si vous savez d'ailleurs ce que ça veut dire travail, c'est à la base, c'est un instrument de torture qui a été inventé par les Romains. Le tripalium. Le tripalium. Et quand j'ai entendu le mot travailler sur soi, je sais pas, j'imagine les gens avec un burin en train de se faire des trous dans le cerveau. Il y a une notion de laborieux. Oui, il y a quelque chose, une notion de labeur. Et on va voir que finalement, c'est beaucoup plus simple. Mais le problème, c'est qu'on s'arrête sur telle difficulté, sur telle difficulté, sur telle difficulté, sur telle difficulté. Mais vous allez, comme disait Arnaud Desjardins, j'avais adoré cette image, il disait « Maintenant qu'on s'est bien occupé du passé, on va voir s'il nous reste encore assez de temps pour vivre notre présent. » Vous voyez sans doute ce que je veux dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain, justement, je parlais justement de la nature de l'esprit et tout ça, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour résoudre vos difficultés. Je dirais, c'est même pas les résoudre, c'est de les regarder sous un angle totalement différent qui va faire que tout ce que vous pouvez expérimenter devient une chance de transformer
votre vie. C'est Julius Evola d'ailleurs qui parlait de transformer le venin en remède. C'est-à-dire que toutes ces douleurs, toutes ces difficultés vont prendre un autre aspect et vous allez voir que tout est source d'enrichissement. Pensez vraiment à cette phrase du Dalai Lama. Il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas lire correctement cette carte si vous avez une nez collée dedans. Il faut que vous puissiez justement vous détacher, avoir suffisamment de recul par rapport à vous-même pour apprécier la situation sous tous ses angles possibles. Et tant qu'il n'y a pas ce détachement, c'est impossible. Et ça, il n'y a que la pratique qui peut vous l'apporter. Alors, ça y est, les questions arrivent. Alors, Ça fuse. excusez-moi, hein, je les prends, je les note. Alors, Anne, qui pose une question, je trouve intéressante. Est-il vraiment possible de se préparer à tout? Je ne vois pas comment quelqu'un peut se préparer à perdre son enfant. Mais non, on ne peut pas se préparer à tout. Parce que sinon, vous ne vivriez plus. Mais par contre, si justement vous parlez de la peur de la perte de votre enfant, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous interpelle et qui vous touche particulièrement. Ça veut dire que cette peur, elle est présente en vous. Sauf que, comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Et que... J'ai vu une citation il n'y a pas très longtemps. La peur ne nous empêche pas de mourir, mais elle nous empêche de vivre. Et c'est que la peur risque justement de vous amener à avoir un comportement inapproprié par rapport à votre enfant. Parce que c'est cette peur qui risque de vous rendre, par exemple, étouffante, trop contrôlante, et qui va l'empêcher justement d'apprendre de ses erreurs. On voit des parents parfois qui peuvent être comme ça. Mais quand je dis c'est préparé, parce que ça veut dire que ça fait partie des possibilités, on ne sait pas. Et beaucoup, je peux vous assurer, parce que j'en ai rencontré, beaucoup de parents qui ont vécu la mort de l'enfant, étaient loin d'imaginer que ça pouvait leur arriver, comme on dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Alors que si on sait que ça peut faire partie des possibilités, ça ne veut pas dire qu'on va pas s'y préparer comme si ça allait arriver, mais que ça fait partie de ces possibilités, vous serez d'autant plus armé si ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va se préparer, je vais me préparer, mais je vais le dire de manière plus générale. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la mort fait partie de la vie. Elle fait intrinsèquement partie de la vie. Nous, on a une vision, d'ailleurs c'est pour ça que c'est quand même intéressant, nous on parle de fin de vie. C'est-à-dire que la vie s'arrête après la mort, alors que la mort fait partie intrinsèquement du processus de la vie. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à accepter. Et quand on accepte justement l'idée de mourir et qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver, et c'est vrai qu'on n'est jamais assez préparé quand quelqu'un décède dans sa vie. Mais par contre, si on s'est vraiment préparé et qu'on s'est familiarisé avec ce processus de la mort, qu'on sait que ça fait partie de la vie, et on peut le voir d'ailleurs, il y a des civilisations où même la mort d'un enfant est vécue totalement différemment qu'en Occident. Il y a une toute autre perception, et c'est toujours lié à la perception que l'on a de la situation. Donc, la question, on ne peut pas vivre comme si ça n'allait jamais arriver, parce que ça peut arriver, mais par contre, encore une fois, je le répète, il y a une grande différence entre s'inquiéter de tout ce qui pourrait nous arriver, ça c'est de l'anxiété, et se préparer à la possibilité de. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. J'ai reçu dans mon cabinet, quand j'avais mon cabinet en Alsace, à Strasbourg, j'ai reçu un sportif de très haut niveau. Et le problème, c'est que c'est son entraîneur qui me l'a envoyé parce qu'il avait une carrière en dents de scie. Autant c'était extraordinaire, tout ce qu'il vivait des réussites assez impressionnantes. Et puis de l'autre côté, il était au 36e dessous. Et il dit, moi j'en ai assez de ces hauts et de ces bas. Et il me dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis, oui, je peux vous aider. Et il me dit, comment? Alors je lui dis, c'est simple, il faut que vous acceptiez d'échouer. J'oublierai jamais la réaction de cet homme,
vous imaginez un homme bâti, il me dépassait d'une tête, il était bâti comme un athlète, et il s'est levé, mais il était rouge de colère, il a dit, écoutez, si c'était pour entendre ce genre de conneries, c'était pas la peine que je vienne. Et puis je me suis mis à rire, et ça l'a complètement désarçonné, et il me dit, je lui ai dit, rasseyez-vous, je vais vous expliquer ce que j'essaie de vous dire. Je lui ai dit, justement, vous utilisez toute votre énergie pour contrôler la peur de l'échec. Vous avez tellement peur de l'échec que vous ne voulez même pas en entendre parler, ça ne peut même pas entrer dans les possibilités. Et il me dit, oui, c'est vrai, je ne peux pas envisager l'échec, pour moi c'est impensable. Bon, j'avais deviné quand même qu'il avait un excès d'orgueil, mais je n'ai pas abordé la question parce que je n'avais pas envie de le voir exploser. Mais je lui ai dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que comme toute votre énergie est investie dans le contrôle de la peur de l'échec, cette énergie n'est pas disponible dans le processus de la réussite. Et donc, vous êtes tout le temps en train de contrôler. Et c'est pour ça que vous passez par des hauts et des bas. Si vous acceptez la possibilité d'échouer, vous serez beaucoup plus en mesure, justement, non seulement de mieux gérer cet échec possible, parce que vous savez très bien que ça peut vous arriver, et ça vous arrivera, si vous êtes déjà arrivé d'ailleurs, mais pour lui c'était impensable, parce que pour lui ça remettait en question justement l'image qui se faisait de quelqu'un qui réussit, qui contrôle tout, etc. Et on voit d'ailleurs chez les perfectionnistes, l'échec c'est quelque chose d'insupportable. Et donc au contraire, je lui ai dit d'apprendre à accepter. Et il a pratiqué avec moi, il a fait justement, je crois que lui il avait fait les 2 premiers cycles, et ça l'avait complètement emballé, et ça marchait tellement bien que son entraîneur m'avait demandé justement d'entraîner le Racing. Bon, j'ai refusé parce que ça m'intéressait pas plus que ça, et que j'étais assez occupé avec mon cabinet. Mais il avait dit, son entraîneur, il m'a téléphoné en me disant, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est fantastique, c'est un autre homme, il est plus apaisé, Et donc, le fait d'avoir accepté la possibilité l'a aidé à être beaucoup plus en paix. Il y a 2 questions qui rejoignent un peu ce sujet-là. C'est 2 Isabelle différentes, mais je lis les 2 questions parce qu'elles se rapprochent. Bonsoir, comment anticiper une dispute pour ne pas qu'elle arrive? En l'anticipant, elle est arrivée. Et la deuxième Isabelle ajoute, anticiper un malheur, c'est le vivre 2 fois. Non. Non, c'est complètement faux. Je pense que vous vous trompez. Là, encore une fois, vous mélangez anxiété et préparation. C'est pas la même chose. Alors, je vais vous dire autrement. Quand je parle de se préparer en fait, c'est accepter la possibilité de. Et c'est l'acceptation, et ça vous l'entendrez partout dans le développement personnel, dans la méditation, en psychologie aussi, c'est lorsque vous acceptez. Je vais vous raconter, là aussi, je vais vous redonner un exemple d'histoire personnelle. Quand j'ai commencé à donner des groupes, moi j'ai commencé relativement jeune, et j'étais pas encore très habitué à l'univers du groupe, à gérer des groupes, donc j'étais inexpérimenté, j'ai commis des maladresses, mais de temps en temps j'avais des groupes qui étaient un peu plus difficiles que d'autres. Parfois c'était, ils venaient et puis moi je me sentais pas très à l'aise avec leurs conflits, avec leurs difficultés, et je me suis dit, mais je vais pas pouvoir continuer longtemps ce métier si ça continue comme ça. Et en fait ce que je faisais, c'est que quand le groupe était fini, moi je me retirais justement, grâce justement à la pratique de la méditation, je laissais toutes ces émotions, tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'éprouvais à ce moment-là, émerger à la conscience. Alors vous avez l'impression, vous dites, je revis la situation. Mais oui, je revis la situation, mais en pleine conscience, justement, sans m'identifier à ces émotions qui s'élèvent à la conscience. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Comme vous ne vous agrippez pas à ces émotions, elles ne font que traverser l'esprit, elles s'en vont comme des nuages, justement, au lieu de rester agrippées. Et après, vous avez une vue beaucoup plus claire, vous voyez mieux, puisque la charge émotionnelle a pu s'en aller, et vous pouvez voir un peu plus clairement, sans les émotions, ce qui s'est passé. Et vous faites la part des choses, et ça vous permet justement, encore une fois, c'est cette fameuse lecture du ciel, vous avez une lecture totalement différente de la situation, vous voyez ce qui s'est passé, vous voyez comment vous avez réagi, et vous voyez en même temps comment vous auriez pu réagir. Et ce qui vous permet, et là, c'est ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que l'expérience, justement, que vous avez vécue, s'est enrichie. Par contre,
Si vous vous bagarrez contre vous-même, en disant je veux plus que ça arrive, vous bagarrez, etc., vous n'allez apprendre, vous n'apprendrez rien, vous allez rester sur un sentiment négatif. Ouais, c'est là qui est totalement, ça n'a rien à voir. Donc bien sûr, oui, vous revivez la situation, mais avec le recul, avec le détachement. Et ça vous est déjà arrivé, parfois, si vous n'avez pas la pratique, vous allez peut-être même des jours, des mois, des années, et vous allez repenser une situation qui vous est arrivée, mais avec le détachement. Et puis là, d'un seul coup, vous avez cette prise de conscience, vous dites, mais bougre d'andouille, j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu le vivre autrement. Vous savez, et ça vous est tous arrivé, ce genre de choses. Mais là, on le favorise par la pratique. Aurélie, comment y voir plus clair quand on est submergé par ses émotions et qu'on refuse de voir la vérité? Faut arrêter de refuser de voir la vérité. Il y a un moment, il faut aspirer à ça. C'est justement la vérité. Quand je parle de vérité, c'est de voir la chose telle qu'elle s'est produite, sans, le masque des émotions. Parce que tant que vous êtes submergé par les émotions, vous savez, c'est comme la personne qui s'emporte, qui se met en colère, et puis qui voit après coup les dégâts qu'elle a fait, et se dit, oh, zut, si j'avais su, là je me suis vraiment emporté. Là, elle est obligée d'aller s'excuser, d'être désolée, mais le problème c'est qu'elle a fait des dégâts. Et l'émotion nous empêche, justement, c'est ce que je disais, l'émotion, le problème c'est que l'émotion, elle paralyse l'intellect, elle nous empêche d'agir de façon appropriée, plus constructive. Donc, il faut d'abord apprendre à gérer ses émotions. Et ça s'apprend par la pratique. Sylvie, par quelle pratique doit être prioritaire pour le lâcher-prise? Merci. Le lâcher-prise, c'est une conséquence. C'est pas un but, parce que je vois beaucoup d'auteurs qui parlent de pratiques de lâcher-prise, de séminaires de lâcher-prise. Ça, c'est du, excusez-moi, mais je vais être un peu direct, mais c'est du grand n'importe quoi. Le lâcher-prise, c'est une conséquence. C'est-à-dire que parce que vous amenez un peu plus de conscience dans votre vie, vous voyez comment vous fonctionnez. Vous voyez comment vous vous agrippez à certaines choses. Alors c'est difficile de vous le dire comme ça, parce que si vous pratiquez, vous allez dire « Ah, mais ça y est, je vois, maintenant j'ai le recul, je vois comment ça se passe. » Et vous allez vous voir penser, vous allez vous voir agir, vous allez vous voir vous exprimer. Et ça va vous donner... C'est un peu comme, si d'imaginer, on vous a filmé pendant un certain temps et on vous repasse le film. Et alors vous pouvez avoir une réaction, vous dire « Oh, c'est horrible, c'est pas moi. » Si, c'est vous. Sauf que là, vous pouvez aussi le regarder avec un certain recul, et vous allez voir la situation. Et ça va vous enrichir, parce que ça va vous permettre de voir vos comportements, mais tant que vous ne les voyez pas, vous ne pourrez pas les changer. Et c'est ça le recul. Ce recul va vous permettre de vous voir. Et à partir de là, je dirais même, il y a presque une auto-transformation qui se fait toute seule. Parce que la prise de conscience va entraîner justement ce lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi finalement? C'est on renonce à suivre ses pensées. On renonce à aller dans ce sens pour aller vers quelque chose de plus constructif. Alors, il y a 2 personnes qui ont posé les questions concernant l'argent et la situation financière. Elle va se reconnaître, j'ai pas pris son prénom, je crois que c'est Lou. Et puis là, c'est Véro. Bonsoir Bruno, comment aborder la conscience du manque d'argent et attirer à soi l'abondance financière? Et Lou, c'était pareil, elle avait du mal à joindre les 2 bouts. Alors aujourd'hui, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un truc que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on manipule beaucoup les gens avec ces histoires de loi d'attraction, d'abondance, etc. Le problème à la base, c'est un problème de relation avec l'argent. Et puis on verra que c'est même parfois un peu plus profond que ça. Ce qui est important, et vous voyez, il y a une notion qui est terrible dans notre culture, dont il faut absolument se débarrasser, on parle de gagner sa vie. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas gagné votre vie vous l'avez déjà. Votre vie, elle vous est offerte à la naissance. C'est votre vie. Vous n'avez pas à la gagner. Donc ça veut dire que vous vous rendez compte le rapport qu'on a, dire que je dois gagner ma vie. Donc forcément, on reste dans la survie. Je viens d'un milieu très pauvre. Je suis né dans une famille nombreuse. Ma mère ne travaillait pas. Mon père était simple ouvrier à l'usine Solvay. Et c'était un peu dur, donc il faisait du jardinage. Alors heureusement, il était musicien, donc il faisait des balles, donc pour essayer d'arrondir les fins de mois.
Mais il fallait nourrir quand même 7 mômes, donc ça faisait 9 bouches à nourrir avec les parents. Donc moi j'ai vécu au milieu de la pauvreté, et ma mère avait un rapport aussi difficile avec l'argent. Fin de mois, elle avait toujours très très peur. Et donc forcément, bah, je suis parti dans la vie avec ça, et pendant très très longtemps, j'avais beaucoup de mal. Alors il y a un moment, j'ai très 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 bien gagné ma vie, j'ai eu ce qu'on peut appeler réussir, j'ai vécu mais plus que l'abondance. C'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, bah justement, j'ai appliqué tous ces concepts que j'ai entendus, ça marche. Sauf que si votre rapport à l'argent n'est pas clair, vous n'êtes toujours pas à l'aise avec l'argent, parce que je peux vous assurer que la plupart des riches ont un gros problème avec l'argent, avec le rapport à l'argent. La preuve, c'est que pourquoi on a besoin de tant d'argent? Des fois, on a de l'argent, mais plus que nécessaire pour vivre et pour être en paix et pour être heureux. C'est parce qu'il y a un besoin de reconnaissance derrière. Si j'ai de l'argent, les gens vont me regarder, je vais avoir du prestige, je vais avoir du pouvoir, etc. Mais ça ne va pas apporter le bonheur. C'est pas que l'argent, c'est un accessoire dont on a besoin, mais ça ne peut pas nous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est vous qui le créez. C'est pas l'argent qui va le créer. Ça va vous apporter un certain confort, un confort matériel. Mais je peux vous assurer, il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites sur le sujet. On sait très bien que la communauté des riches, ce ne sont pas des gens très heureux. Ce n'est pas la communauté la plus heureuse. Au contraire, ils ont même souvent beaucoup de problèmes, d'anxiété, etc. Et moi, j'en ai fréquenté. J'ai des amis qui sont particulièrement riches. J'ai fréquenté un quasi-milliardaire. Sa vie ne me donnait pas du tout envie. Hein. Et donc, moi, j'ai réussi aussi pendant un certain temps. Et puis après, tout s'est écroulé, tout s'est dégringolé. Parce que ça ne reposait pas sur un rapport très sain à l'argent. Très authentique. Parce que la question est de savoir pourquoi on veut de l'argent et pourquoi on en manque. Et puis, là aussi, c'est une question de regard, le regard que vous allez poser sur l'argent. L'argent, il faut le ramener à sa juste valeur. L'argent, c'est un moyen, c'est pas autre chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'avoir conscience, c'est pas de gagner sa vie, mais de recevoir de l'argent, de recevoir les moyens d'avoir une existence, sur le plan matériel suffisante pour être en paix sur ce plan-là. Et ça, c'est très important, cette notion est fondamentale. Ce qui fait qu'à partir de là, dès que cette conscience de l'argent, je n'ai plus jamais eu le moindre problème avec l'argent, même si je ne suis pas riche. Et je réalise aujourd'hui que j'ai absolument besoin d'être riche. Moi, je m'intéresse autant à l'argent qu'au nain de jardin, mais ça ne m'empêche pas justement d'avoir suffisamment pour être en paix. Je sais que je paye mes factures, mais je n'en souhaite pas plus, parce que quand on est heureux, devenir millionnaire, je ne vois pas l'utilité. Donc ce qui est important, c'est d'avoir ce rapport sain avec l'argent. L'argent, je dirais même, quand vous allez aimer sainement l'argent, ça me rappelle une amie d'ailleurs qui était toujours fauchée, qui disait « je n'aime pas l'argent, il me le rend bien ». Donc effectivement, comme ça, elle était toujours fauchée. Mais si vous aimez l'argent pour les services qu'elle va vous rendre, qu'elle va vous apporter, de vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, parce que c'est vrai que c'est important cet aspect, il faut quand même que vous puissiez vous nourrir, vous payez vos formations si vous en avez besoin, d'avoir un toit sur la tête, de savoir que même que vous mettez un petit peu d'argent de côté au cas où vous rencontriez un pépin, votre voiture qui tombe en panne, la chaudière, etc. Que vous puissiez vraiment être en paix. Ça, je pense que c'est le plus important. Et donc, il faut que vous acceptiez, et c'est ça qui va tout changer. En fait, je suis déjà en train de vous faire un séminaire, et c'est gratuit, vous vous rendez compte. Hein. Il faut que vous commenciez à accepter de recevoir justement de l'argent. Et quand vous commencerez à accepter de recevoir de l'argent, eh ben, ça va commencer à changer, parce que la question ne se posera même plus. Et vous allez voir que, au fond de vous, justement, c'est la peur du manque qui vous empêche justement de recevoir. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est toutes nos peurs. Il faut que vous ayez conscience que l'obstacle, comme le disait toujours Shimenzo Rinpoche, l'obstacle, il n'est pas extérieur, il est en vous. Les situations, en fait, extérieures, ne sont qu'une manifestation, que la manifestation de vos propres pensées, comme disait Kimby, de ce que vous portez en vous. Et le jour où vous
rapport avec les autres, votre rapport à l'argent, votre rapport même au sexe, votre rapport avec tout ce que vous vivez, votre rapport avec la parentalité, donc avec vos parents, le rapport avec l'enfance aussi, etc., vous aurez un regard différent. Eh bien, vos relations, vos rapports seront totalement différents. Notamment l'anxiété. Deux questions. Donc l'anxiété peut-elle être génétique? Et donc c'était Aurore et Nathan qui pose la question. Je suis malheureux dans un travail qui m'apporte pourtant sécurité et argent. Bah oui. J'aimerais me détacher de ces deux notions, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Et je reste dans l'immobilité anxieuse. Comment avancer? Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Vous êtes dans l'anxiété parce que vous n'avez pas d'objectif. Il faut que vous ayez un but dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et je dirais même, comme je le dis souvent, si vous avez regardé certaines de mes conférences, mes interventions dans les stages, c'est important que vous, maintenant, aujourd'hui, que vous commenciez à envisager de vous faire un cadeau. Le cadeau, c'est quoi la vie que vous avez envie de vous offrir dans l'avenir? Et je vais vous dire aussi une chose, et c'est très important, parce que moi, comme j'étais quelqu'un qui s'inquiétait facilement quand j'étais jeune, j'ai compris que ça servait à rien, que c'était complètement stérile et que ça nous empêchait d'obtenir ce qu'on veut, jusqu'au jour où j'ai compris que s'inquiéter de l'avenir, ça ne sert strictement à rien, parce que l'avenir dépend de ce que nous semons aujourd'hui. Ce dont vous devez vous préoccuper, c'est pas de ce que vous allez vivre demain, c'est ce que vous semez aujourd'hui pour demain. Et ça, c'est très important, je ne cesse de le répéter, mais c'est aujourd'hui qui est important comment vous êtes. Deuxième question qui était la première, l'anxiété peut-elle être génétique? Moi, ce n'est pas la question que je me pose. L'anxiété peut-elle être transformée? Et là, je peux vous répondre oui, et on s'en fiche qu'elle soit génétique ou pas. Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur la méditation. On s'est rendu compte que la méditation, la pratique, ce genre de pratique dont on vous parle, et que je propose justement dans les cours, peut agir même à un niveau structurel. On a vu des modifications structurelles à la suite de pratiques. Ce qu'on ne peut pas obtenir par certaines formes de psychothérapie, non pas qu'elles ne sont pas utiles, et ne me faites pas dire ce que je n'aurais pas dit, parce qu'il y a des gens qui vont encore dire oui, il est contre la psychothérapie, pas du tout. J'ai des amis qui sont psychothérapeutes qui font un excellent travail, donc ça n'a strictement rien à voir, c'est qu'elle n'agira pas à ce niveau-là. Donc si vous avez ce que j'appellerais plutôt une anxiété structurelle, ça peut être amélioré. Et vous voyez, tout le problème, et là aussi, c'est l'étiquetage des maladies. On a un gros problème en Occident parce qu'on est bien tout étiqueté. Je vais vous raconter là aussi une histoire personnelle. J'avais une cliente qui est devenue une amie, qui m'avait invité un jour chez elle, et puis qui est allée voir un psychiatre. Elle m'a dit, écoute, il m'a diagnostiqué maniaco-dépressive. Je lui dis, non, tu n'es pas maniaco-dépressive. Mais si, elle me dit, voilà, regarde, il a posé le diagnostic, etc. Et puis, je maintenais, je lui dis, non, tu n'es pas maniaco-dépressif. Non pas que je remettais en question le diagnostic du psychiatre, mais je voyais bien qu'elle s'enfermait dans une étiquette, et que ma perception est totalement différente pour moi, et c'est là où vous allez voir l'utilité de méditer sur la vraie nature des phénomènes. Qu'est-ce qu'une maladie? Et en fait, vous pouvez l'appliquer à tout, parce qu'une maladie, c'est le résultat d'un ensemble de causes et de conditions, aussi vastes qu'infinies. Et ça donne un espoir extraordinaire, ça veut dire que ça peut être changé. Vous regardez, je vais vous l'expliquer autrement. Regardez un nuage. Un nuage, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens où il n'a pas d'identité solide. Un nuage, c'est mouvant, c'est changeant, ça se transforme tout le temps. Et ce nuage, comment est-ce qu'il se construit? Il se construit à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent et qui font qu'on voit apparaître le phénomène nuage. Une maladie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, c'est un phénomène qui résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Je dis ça pour que vous vous enfermiez pas, justement, dans une étiquette. Je suis anxieuse, je souffre d'anxiété, je suis maniaco-dépressive, je suis ceci. Vous vous identifiez à votre souffrance, alors que cette souffrance, justement, elle peut être, à la base, par nature, transformée, puisqu'elle résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Donc, écoutez d'une oreille ce qu'on vous dit,
mais ne vous contentez pas de croire. Parce que le problème, c'est que ça justifie la prise de médicaments, de choses comme ça, qui peuvent être en plus particulièrement toxiques. On connaît maintenant tous les effets des maladies iatrogènes, c'est-à-dire les maladies qui sont liées à la prise de médicamenteuse. En plus, on sait que certains psychotropes entraînent une atonie du système nerveux, donc c'est pas anodin de prendre ce genre de choses. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas autre chose à faire. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé, et je travaille encore avec des psychiatres qui nous envoient du monde, parce qu'ils voient justement les effets de ce genre de pratique, où justement on amène la personne à changer sa position, son regard, et de voir qu'elle peut avoir un tout autre rapport avec elle-même. Et que cette anxiété peut effectivement, avec la pratique, ça prend du temps, bien sûr, il y a des choses qui sont plus longues à se défaire, comme les gens qui ont vécu un burn-out, c'est très profond, donc ça va mettre du temps, mais avec la patience, avec certains compléments, avec la médecine chinoise, on obtient vraiment de très très bons résultats. Donc, ne partez jamais, ne vous enfermez pas dans des étiquettes, mais essayez justement d'avoir cet état d'esprit d'ouverture en disant, justement, comment est-ce que je peux aller vers quelque chose de plus heureux, de plus positif? Comment je peux tendre vers une amélioration de ma situation, que ce soit professionnelle, que ce soit au niveau de votre souffrance psychologique, psychique ou physique? Il y a toujours quelque chose à faire. La maladie, je le répète, résulte d'un ensemble de causes et conditions. D'ailleurs, j'ai donné une conférence, mais ça, elle est réservée aux gens qui suivent les cours, où j'explique justement comment avoir cette approche de la maladie et surtout ce que vous pouvez faire. Parce que, on le sait depuis très longtemps, sauf que, évidemment, au niveau officiel, on ne le montre pas, mais la maladie se développe sur un terrain qui lui est propice. Et vous pouvez agir sur ce terrain. Il y a plein de choses à faire pour ça. Mais là, je ne peux pas m'étendre, ce n'est pas l'objectif. Voilà, je vais répondre encore à quelques questions et on va bientôt terminer. Je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions, elles sont toutes très intéressantes, mais c'est vrai qu'il s'agirait presque d'une... Alors, sachez qu'il y a tout un lot de conférences auxquelles vous pouvez accéder, on peut vous donner l'accès. Inscrivez-vous sur le site, normalement vous y êtes inscrit, qui traite de nombreux sujets comme ça. Mais je pense que je reviendrai. Je pourrais prendre toutes vos questions les unes après les autres et y répondre. Mais il faut que vous ayez conscience que vous avez les ressources pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez toujours faire un pas vers quelque chose de plus positif. Mais il faut que d'abord vous acceptiez de faire ce pas. Et de décider de prendre votre vie en main. Et de se dire maintenant, ma santé, mon bien-être, mon bonheur dépendent de ce que je vais faire pour que ça puisse justement s'accomplir. Si vous ne commencez pas à accepter de semer les graines de votre bonheur futur, ça n'arrivera jamais. Parce que le problème, c'est que les gens vivent d'espoir et se disent demain... On dit d'ailleurs souvent que l'espoir est un menteur qui remet toujours au lendemain. Parce que vous espérez que demain ça va s'améliorer, sauf que vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça s'améliore. C'est-à-dire que si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pourrez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Alors que si vous acceptez de vous dire, et si j'essayais autre chose, que je commençais à appliquer autre chose, et là où nous aujourd'hui, on a la preuve tangible que ça marche. Vous pouvez avoir sur le site, on a des témoignages à foison de gens en vidéo qui ont accepté de se mettre devant la caméra pour témoigner justement de leur transformation personnelle, et Loïc peut probablement vous les mettre dans le chat. Vous avez des ressources absolument fantastiques, et c'est en ce sens que vous devez avoir conscience, que vous devez avoir confiance. Aujourd'hui, je pense que les gens sont démunis, on leur apprend des tas de choses. On nous apprend des tas de choses à l'école, et moi c'est ce que j'ai découvert aussi. On nous apprend des tas de choses, mais on ne nous apprend pas à prendre notre vie en main, à créer nous-mêmes notre bonheur, alors que nous en avons la capacité. Et tout le potentiel. Et là, ce qui est extraordinaire en plus, c'est que la méthode qui vous est proposée, c'est une méthode qui est dénuée de toute orientation religieuse, c'est un savoir qui vous est transmis, un savoir pratique avant tout, que vous allez pouvoir mettre en application. C'est dénué de toute fantaisie intellectuelle, il n'y a aucune forme ésotérique ou religieuse, c'est quelque chose de purement pratique. Et nous, quand on a montré toute la démarche qu'on avait mis en place chez Manzi Rinpoche, il a vraiment approuvé, il a dit ce que vous faites est bien parce que vous avancez lentement. Et ça permet de construire sur du solide. Et ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, je déplore, il y a un vrai marché qui s'est développé. Moi, ça fait 35 ans, j'ai vu l'évolution se produire. Mais
Il faut savoir que d'abord nous sommes des occidentaux avec un esprit occidental. Les orientaux, les tibétains pratiquent depuis des millénaires. On ne peut pas faire la même chose. Et on voit justement, moi je vois tellement de gens qui vont faire du vipassana, qui vont faire des tas de choses, ça leur apporte des choses, mais ça reste très en deçà de ce qu'ils pourraient obtenir, parce que l'essence même de la pratique n'est pas comprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc là, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il y avait juste une question que tu voulais me redonner. Je vais répondre à celle-là, puis après... Oui, c'est par rapport à l'acceptation peut-être. Bon voilà, 2 questions, André et puis une dame, j'ai pas pris le prénom, pardon, qui demande comment accepter la maladie, le diabète qui tombe sur son enfant et qu'on trouve injuste. Et André qui dit l'acceptation n'est-elle pas liée à la soumission? Non, encore c'est une erreur d'appréciation. L'acceptation, c'est reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple du deuil. À quel moment la personne guérit? C'est lorsqu'elle a accepté le deuil. Elle a accepté que la personne est décédée. Tant que là, elle s'accroche à des choses illusoires, et elle souffre justement, en fait, elle souffre parce qu'elle s'attache à un passé qui est passé. Et on voit que les personnes guérissent lorsqu'elles ont enfin complètement accepté et qu'elles ont été capables de dire au revoir à la personne qui est décédée. Et là, elles commencent à guérir. Et c'est pas une soumission. Oui, bien, c'est une acceptation. Accepter un échec, c'est pas se soumettre. S'accepter, c'est une situation de fait. C'est un fait. Voilà, les choses ne sont pas produites telles que je le souhaitais, telles que je le voulais. C'est une situation de fait. Et là, il y a cette acceptation qui va faire que on va tirer bénéfice de l'expérience. Et là, on va parfaitement appliquer ce que disait Aldous Huxley. L'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive, et qui va faire qu'on peut aller vers quelque chose de plus positif. C'est ça l'acceptation. Si on vous coupe un bras, vous pourrez vous débattre, dire non, 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 mais bon, voilà, vous avez un bras en moins. Et c'est quand vous allez complètement l'accepter, et je vois, parce que j'ai un ami qui est handicapé, qui est dans une chaise roulante, il me l'a dit lui-même, c'est le jour où il a accepté son handicap qu'il a pu enfin vivre heureux. Donc c'est ça l'acceptation. C'est pas du tout une soumission, c'est vu comme quelque chose de négatif. Et par rapport à la maman justement qui a Pour le du mal à diabète, accepter alors, la maladie de son fils. Il y a la maladie, il faut voir tout ce qui est possible de faire, parce que je pense qu'il ne faut pas vous limiter, encore une fois j'insiste sur ce point, ne vous limitez pas au diagnostic qui est fait. Il y a plein d'alternatives aujourd'hui, il y a des médecins qui font des choses extraordinaires. Je pense qu'il faut oser fouiller, avoir un esprit, un regard plus large. Je sais que et particulièrement en France, c'est souvent pas bien vu ou pas bien par la plupart des médecins, justement, toutes ces démarches. Il y a des démarches alternatives. Alors, il faut faire la part des choses, mais selon l'endroit, nous, on a quelques adresses qu'on peut vous donner de médecins, notamment en médecine chinoise. Sur le diabète, ils ont des résultats parfois assez étonnants. Je ne vous fais pas de promesses, mais en tout cas, je vois, parce que moi, je me soigne pratiquement que par la médecine chinoise et la supplémentation. Et je vois qu'ils arrivent à des résultats là où notre médecine est complètement impuissante. Donc je trouve que c'est dommage de les bouder. Donc on peut vous donner quelques adresses. On en a à Paris, on en a près de Lyon en Suisse, on en a en Alsace. Donc c'est sur 3 grands axes, si vous avez possibilité de vous déplacer. Les autres je ne connais pas, je ne peux pas vous les conseiller. Ne m'écrivez pas pour me dire est-ce que vous avez quelqu'un dans mon coin. Il n'y a que là qu'on en a. On en a 2 excellents en Alsace, un très très bon aussi à Lausanne qui est un homme absolument fantastique, et puis un autre à Paris qui sont des gens absolument fantastiques que je recommande vraiment les yeux fermés, parce que je vois ce qu'ils obtiennent comme résultat. Mais encore une fois, ce qui est très important, même si vous souffrez d'une maladie, etc., parce que le médecin, lui, il va recréer l'équilibre, mais vous risquez de recréer ce déséquilibre, justement, par justement votre situation émotionnelle. Et ça, il n'y a que la pratique qui pourra vous aider. Donc voilà. Donc pour les cours, si ça vous intéresse, on peut vous accompagner. Et vous allez voir, c'est comme je l'ai dit au départ, on est aussi une association humanitaire. Moi, mon but, c'est pas du tout de faire de l'argent, c'est justement de pouvoir réaliser des projets, de participer, de vous aider. Je sais que de telles formations, ça coûte très cher sur Internet, et je trouve que certains abusent carrément, parce que ce type de formation, là, vous avez
Pour le cycle 1, 7 semaines de cours avec le matériel pédagogique, à savoir les enregistrements audio. En fait, pour chaque leçon, vous avez une présentation écrite, une présentation audio et un exercice audio. Vous avez une option vidéo si vous le souhaitez aussi. Et ça s'étale sur 7 semaines pour le cycle 1, 12 semaines pour le cycle 2 et 12 semaines pour le cycle 3. Des formations similaires, vous les trouverez sur Internet. Et je ne sais même pas si ça existe tout à fait la même façon de faire, mais ça va vous coûter par cycle entre 500 et voire parfois 1000 euros. Vous allez tomber sur les fesses quand on va vous annoncer nos tarifs. Et en plus, ce qu'il faut préciser, avant que je vous donne les tarifs, je pense que c'est important que vous le sachiez, il faut savoir que vous pouvez avoir, première chose, les cours, vous pourrez les avoir sur une appli. On a une application qui permet, sur smartphone, que vous pourrez retrouver vos cours, si vous le souhaitez, sur l'application. L'autre point, vous êtes accompagné. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous vendre un cours et vous vous débrouillez tout seul. On vous accompagne, on répond à vos mails, accessoirement on répond au téléphone, mais comme vous êtes beaucoup, ça devient un petit peu compliqué, mais on a beaucoup mieux que ça. On a un groupe de soutien qu'on a créé sur Facebook. Alors j'entends des gens dire, mais moi Facebook je suis fâché à côté à cause de ça, mais bon, on ne va pas se priver. À ce moment-là, vous créez un compte anonyme et vous mettez rien, vous mettez pas de photos, etc. Comme ça vous permet d'accéder au groupe de soutien. Et ce groupe de soutien, il est fantastique. Parce qu'il y a aujourd'hui pratiquement 3000 personnes dessus. Vous vous rendez compte? C'est des personnes qui suivent les cours. Et les gens se soutiennent. Les anciens soutiennent les nouveaux, ils posent leurs questions. Et moi, j'interviens régulièrement. L'équipe intervient régulièrement aussi. On répond à vos questions que vous pouvez poser sur le chat. Mais mieux que ça, c'est que j'interviens en direct, on fait des visios régulièrement, parfois toutes les semaines, parfois tous les 15 jours, parfois une fois par mois, selon le temps que je dispose. Je réponds à vos questions, je vous donne de nouvelles instructions, je complète, et voilà, je pense que c'est... il n'y a pas plus riche. Allez sur le site. Alors je vais vous donner d'abord... Je viens de donner sur le site, sur le chat, les adresses de nos médecins chinois. Ouais, et puis Comme moi, ça. je vais vous donner... Alors, oui, je n'ai pas parlé du prix. Ça coûte combien? Le cycle 1, son prix normal, c'est 250 €. Mais je vais vous dire, en fait, on est tellement généreux, il n'y a jamais personne qui paye ce prix. C'est juste pour l'information. La plupart du temps, les gens, bah oui, c'est incroyable, mais ça ne coûte que 97 € par cycle. Mais ce soir, exceptionnellement, et jusqu'à demain soir. Demain soir. Après, on en arrête. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut pas prendre trop de monde en même temps. Parce que justement, comme on assure un suivi, si vous êtes trop nombreux, et c'est pour ça que je vous disais qu'on ne cherche pas à faire fortune, c'est pas notre but, on veut que ça soit accessible au plus grand nombre, à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est limité jusqu'à demain soir. Si vous allez sur la page, vous allez sur le site, donc vous avez l'adresse, vous connaissez puisque vous êtes déjà inscrit, vous allez sur l'onglet cours, et vous mettrez, quand vous passerez votre commande, alors d'abord, consultez, regardez si ça vous convient, ne faites pas un achat comme ça pressé, vous avez jusque demain soir, vous mettez le code Bruno, qui n'est valable qu'une fois, il n'est utilisable qu'une seule fois. Donc par exemple, si vous allez prendre le cycle 1, après si vous voulez prendre les cycles suivants, le code ne marchera plus. Parce que les gens qui nous disent, ben voilà, j'aimerais bien, ben non, il ne faut pas exagérer à ce prix-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais oui, je suis bête. Au lieu de 97 €, vous allez payer 79 € par cycle. C'est simplement donné. Vous ne pourrez pas. Donc, c'est important. Et donc, jusqu'à demain soir, une seule fois, regardez bien. Si vous prenez les 3 cycles, vous avez aussi en complément un bonus. Vous allez voir le CD du mois. Tous les mois, vous allez recevoir en plus des séminaires, en fait des extraits de séminaires. Enfin bon, il y a quand même parfois 1 heure de séminaire. Vous avez 2 e-books qui vous sont offerts. Vous avez l'enregistrement d'un séminaire sur la confiance en soi. Je crois que ça dure 4 ou 5 heures, je ne sais plus. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Et tout ça, ça vous est offert en plus. Donc voilà. Et le code Bruno ne dure que... Oui, jusqu'à demain soir. Il ne peut... Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Donc il est utilisable. Écoute pas ce que je dis en fait. Donc une seule fois et jusqu'à demain soir. Voilà. Je crois qu'on a tout dit.
Et puis je voulais préciser au niveau de l'équipe, puisqu'effectivement vous êtes accompagné, et tout à l'heure dans la présentation de l'équipe, j'ai oublié de préciser que vous avez Fabienne aussi, Ah qui oui, répond au téléphone alors si vous et avez... qui vous répond aussi par email quand vous passez vos commandes. Ah, il manque juste Jean-Baptiste, mais vous avez Jean-Baptiste vient voilà, d'intégrer l'équipe, c'est pour ça qu'on l'a pas Loïc, encore sur la photo. Loïc que vous voyez, qui est derrière, et puis Fabienne, qui est la plus ancienne, qui est salariée de Ressources Actualisation. Loïc est un indépendant, il intervient justement sur les cours pour le compte de Ressources Actualisation, et Nathalie aussi est indépendante. Voilà, donc vous savez tout. Et... Alors attendez, il faut juste que j'enlève la photo. Voilà. Eh bien écoutez, à vous de décider. Est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Ou alors vous allez continuer à désespérer comme ça que votre vie change? Mais il faut que vous compreniez, c'est important, c'est que tant que vous ne semez pas les graines aujourd'hui, eh bien votre avenir ne changera pas. L'autre chose que j'ai oublié de vous dire, mais ça on peut en revenir, on vous verra des informations, ce sont les stages. Les stages, c'est comment dire, ça vous donne une expérience très forte qui vous permettra justement de réaliser tout le potentiel que vous avez en vous. Mais par contre, ça ne remplace pas les cours parce que le cours, lui, vous donne les outils pour prendre votre vie en main tout au long de l'année et c'est à force de pratique que vous allez voir votre vie changer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment Merci une vie heureuse, mais infiniment. maintenant, vous De tout savez cœur. qu'elle ne dépend que de vous. Yes. Passez une bonne soirée. À À bientôt. bientôt.